J'ai cherché les traces de ma mère, celle qui m'avait abandonnée comme un vulgaire sac de pistaches ramené du village. Si je n'avais pas connu l'affection maternelle, c'était à cause d'elle. Papa m'avait dit qu'elle m'avait abandonnée parce qu'elle était avec son nouveau mari, un riche bamiléké, qui avait des boutiques partout et qui ne voulait pas de moi. Donc, je n'avais aucune pitié à l'idée qu'elle puisse perdre la vie pour que moi je réussisse, que j'ai une belle maison, une belle voiture, de l'argent, et que je sois une femme puissante. Grand-mère me l'avait promis, ainsi que le Seigneur. On m'a indiqué où elle se trouvait. Ce genre d'information ne pouvait pas échapper à grand-mère, car elle avait des radars spirituels très étendus. Un jour je me suis pointée chez elle à Campsonnel, Essos. C'était une maison pas mal, une construction qui se voulait d'un certain style, mais qui n'était pas très récente. J'ai sonné avant de me rendre compte que le portail était déjà ouvert. Je ne pouvais pas encore sentir les présences, bouger des choses, ou affecter les émotions des gens. Je devais d'abord traverser cette étape, la réussir, et j'étais déterminée. J'ai poussé le portail et je suis entrée. Un chien a couru férocement vers moi. Le problème, c'est qu'en s'approchant, j'ai vu qu'un homme habitait ce corps, mais je ne le reconnaissais pas. Dès qu'il a été assez près, je lui ai posé la question. « Tu fais quoi dans un chien ?» L'animal a fait un demi-tour et est reparti en courant. Parfois, des gens envoyaient des esprits de surveillance, pour leur faire le rapport minute par minute de ce qui se passait dans nos vies. Je venais d'en voir un mais j'ignorais qui l'avait envoyé. J'ai entendu une voix qui réagissait aux aboiements. Oui, qui est-ce ? Sans vraiment savoir pourquoi, j'ai su que c'était elle. C'était sa voix. C'est moi, Mayra. Silence. J'ai entendu des pas se rapprocher. Mon oui se développait de jour en jour. Je le sentais, même si ça ne dépassait pas un certain niveau. Je l'ai vue arriver. Une femme complètement différente de ce que je m'imaginais. Elle était très ronde, elle avait l'air extrêmement négligée, alors que je pensais que c'était une femme dynamique. Et le pire, c'est qu'elle n'avait même pas l'air de me reconnaître. Bonsoir. Bonsoir, vous cherchez quelqu'un ? Les enfants ont encore laissé le portail ouvert. Je suis la fille d'Étienne Ndoe. Elle m'a regardée un peu surprise, puis elle a ouvert de grands yeux. Noun, c'est toi Mayra ? Oui. Je suis rentrée du Gabon où j'étais avec papa et je t'ai cherché. Et qui t'a dit où j'habitais ? Ma grand-mère. Elle s'est refroidie instantanément. Comment connaît-elle mon adresse ? Elle avait vraiment peur. Non, elle t'a croisé par hasard et ma tante t'a vu sortir d'ici une fois aussi. Elle est amie avec ta voisine d'en face. Et c'est elle qui t'envoie chez moi ? Si je lui disais la vérité, elle déménagerait sur le champ, tellement elle avait peur. Non, je voulais juste voir. Elle a regardé derrière elle, gênée. Mon mari va bientôt rentrer et il va me poser des questions. Va-t'en et reviens lundi matin, quand il sera au bureau, et que les enfants seront à l'école. Et ne parle pas de moi à ta grand-mère, s'il te plaît. Au revoir. Elle a attendu que je sorte, et elle a refermé son portail. Je suis rentrée en réalisant que je lui ressemblais un peu, mais que j'étais beaucoup moins grasse qu'elle. Une mère qui n'avait même pas l'instinct maternel pour reconnaître sa propre fille, méritait-elle de vivre ? Le lundi, j'y suis retournée et je l'ai trouvée seule. Mayra, je t'attendais. Tu es grande maintenant, hein ? Merci, madame. Tu peux m'appeler Rosine, ou maman. Non. Rosine, ça ira. Elle m'a regardée. Tu as le caractère de ton père. Moi, je ne suis pas en bonne santé. Tu souffres de quoi ? Je ne sais pas. Depuis que j'ai quitté ton père, je n'ai plus jamais retrouvé la santé. J'ai failli mourir, ta grand-mère. Elle a fait quoi ? Elle a voulu parler, puis elle a hésité. Mais je comprenais déjà, alors qu'on m'avait dit qu'elle m'avait abandonné pour un homme. Et tu m'as laissé pourquoi ? Parce qu'elle était venue. Elle parlait de Dieu, et ça m'a rappelé une situation qui nous arrivait chaque fois que nous voyagions. Que ce soit en boîte d'allumettes, de sardines ou en chaussures, quand nous traversions les maisons des gens qui priaient beaucoup, c'était pour nous des zones de turbulence à haut risque. Voilà pourquoi ma cousine Joëlle était l'une des principales sorcières chargées du découragement dans la prière. Car quand les gens ne priaient pas, notre royaume était plus puissant. Quand les périodes de jeûne et de prière arrivaient, on était malade. Mais en ma mère, je ne voyais pas la lumière des gens qui priaient. Elle était donc une proie facile. Rien de ce qu'elle a pu dire, ni même ses larmes, ne m'ont ému. J'attendais seulement le moment de lui voler son âme.
et ce serait en l'embrassant pour lui dire au revoir. C'est ce que j'ai fait. Je me suis blottie contre elle et, en nous séparant, j'ai fait passer ma main sur son nez. J'ai capturé son souffle, mais elle ne s'en est pas rendue compte. De la façon dont nous opérions, l'humain ne pouvait pas savoir qu'il était déjà mort, même s'il marchait encore. Les maladies d'aujourd'hui avaient été semées plusieurs jours à l'avance. C'est pourquoi certains chrétiens avisés priaient contre des choses qu'ils n'avaient pas encore vues, mais qu'ils soupçonnaient avoir été déposées dans leur destinée. Quand j'ai pris son souffle, dans le règne de l'esprit, elle s'est retrouvée pieds et poings liés, et je l'ai traînée avec moi jusqu'à la maison. En fait, c'est son esprit que je traînais. Elle, physiquement, devait déjà être chez elle, en train de se plaindre d'un mal de tête ou de ventre. Ce soir-là, j'avais hâte de voyager et de présenter mon sacrifice à toute la communauté. Après ça, j'aurais droit à l'argent, à la belle vie, et j'allais me faire plein d'amis. C'était décidé. Quand mon tour de présenter mon offrande est arrivé, après les Guinéens, j'ai donné ma mère. Le Seigneur m'a posé quelques questions auxquelles je ne m'attendais pas. Qui est-ce? Ma mère. Elle travaille où? Elle était inactive à cause de ses soucis de santé. Elle ne travaille pas. Elle fait des affaires? Non, Seigneur. A-t-elle fait des études? Quelque chose te laisse croire qu'elle sera le pilier de la famille un jour? Non, Seigneur, rien de tout ça. La gifle qu'il m'a mise. Qui a formé cette fille? Tu penses qu'on reçoit n'importe qui ici? Regarde. Il m'a montré la salle des banquets, où je voyais les grands de ce monde, certains déjà morts, d'autres encore vivants. Ils célébraient autour d'un plat. C'était un sportif de renom, dont le père était des nôtres, et l'avait sacrifié. Mais je tairai leur nom. À côté, il y avait les petits sorciers. Mais ils ne mangeaient pas. Car c'était de la chair de qualité, et tout le monde n'y avait pas accès. En fait, voilà comment ça se passait. Avant que les gens ne meurent physiquement, on les amenait ici, et on les mangeait, parfois organe après organe. Ça, c'était pour ceux qui souffraient beaucoup à l'hôpital. Certains, on les finissait d'un coup. C'était les accidents et les AVC. Mais en observant, j'avais constaté que certains de nos agents mouraient en mission. Ou alors revenaient brûlés, blessés. Ils parlaient tous de la lumière, du feu, de cet homme de feu et de lumière. C'était leur pire ennemi. Mais moi qui n'en étais qu'à ma première mission, on ne m'avait pas encore enseigné ça. Quand le Seigneur m'a giflé, il a ordonné qu'on me donne uniquement des os à sucer. Je n'avais droit à aucune viande. J'ai passé une soirée misérable, et, le matin, je devais ramener l'esprit de ma mère dans son corps. C'était curieux. Même pour travailler en esclavage, elle pouvait servir, non? Pourquoi me demandait-on de la ramener? Il y avait un truc suspect. Je suis allé voir Joël. Joël, puisque tu es d'ici, tu peux faire voyager ton esprit pour voir des choses, non? Oui, Maïra, pourquoi? Parce que je veux aller quelque part, montre-moi comment on fait. Mais grand-mère ne t'a pas appris ça? Elle va se fâcher si je te montre. Je ne lui dirai rien, promis. Je veux juste retourner vérifier quelque chose que je ne comprends pas. Elle m'a donné la formule et les quelques règles à suivre. Ce n'était pas très difficile, mais c'était effrayant pour une première fois. Je suis retournée à Essos, où ma mère habitait, et je suis entrée dans sa maison. Quelque chose faisait en sorte qu'elle soit renvoyée dans le monde des vivants, alors qu'elle était si près de la mort. Dans sa chambre, elle dormait. Son mari était à côté, lui aussi dormait. J'ai survolé la maison, et je suis allée dans les différentes chambres. Arrivée dans celle où était couchée une jeune fille, j'ai failli passer, mais j'ai remarqué qu'une autre était à genoux. Elle priait. Je me suis rapprochée, et je l'entendais répéter sans cesse, une prière, pour sa mère, pour sa vie, son mariage, plein de choses la concernant. Donc, c'était parce que son enfant priait pour elle qu'on m'avait dit de la ramener. Le problème, c'est que ma mission serait un échec si elle revenait vivante, et je ne voulais en aucun cas échouer. Je suis rentrée dans notre monde et j'ai pris ma mère. J'avais décidé d'en finir avec elle moi-même au moment de la déposer dans son corps. Personne ne saurait rien, mais sa tête serait la preuve que je l'avais tout de même sacrifiée. Je l'ai donc prise à 4 heures du matin pour la ramener, et, arrivée devant sa porte, j'ai sorti ma dague. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu n'as jamais cherché à savoir ce que je devenais. Tout ce qui t'intéressait, c'était de sauver ta propre vie, mais aujourd'hui, la voilà que tu la perds. Je ne raterai pas cette mission, chère maman, car je dois aller loin, je dois faire mes preuves. Désormais, c'est la seule vie que je connaisse. Ces gens sont ma famille, et je ne vais pas les décevoir. J'ai levé ma dague, et j'ai crié fort avant de la battre, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Un tourbillon m'a emporté très très loin.
Je cognais contre des choses sur le passage et je voyais au loin 2 anges vêtus de blanc qui la portaient minutieusement, comme un bébé. Un autre, une épée à la main, se tenait devant eux, comme pour voir si j'allais revenir attaquer. J'ai voulu y retourner, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Pourtant, mon cœur brûlait d'envie d'arracher les organes de cette femme de mes propres mains. J'avais lamentablement échoué, et ça a développé une haine encore plus féroce dans mon cœur. J'ai atterri très loin de ma destination, endommagé de toutes parts. C'est avec peine que j'ai réussi à rentrer dans mon corps. À mon réveil, j'étais malade. Les os que j'avais mangés en punition m'avaient donné de sérieux problèmes dentaires, et mon corps était très douloureux. J'ai dû aller à l'hôpital, tellement ça n'allait pas, en commençant par le dentiste. Grand-mère avait pitié de moi et, après avoir appelé son fils, elle m'a donné le contact d'un dentiste et de l'argent. Je suis allée à l'hôpital militaire où consultait le dentiste en question, tellement mal en point que j'avais de la peine à marcher. Grand-mère se doutait que j'étais partie dans une excursion suspecte. Elle a juste fait un commentaire et m'a dit d'assumer. Je me suis couchée sur un banc disponible, car il y avait une longue file d'attente, et le docteur lui-même n'était pas encore là. J'ai attendu et je me suis un peu assoupie, mais j'ai été interrompue par quelqu'un qui me réveillait très brusquement. « Oh, madame, vous croyez seule ici ? Un banc prévu pour plusieurs malades, et vous venez jeter votre corps dessus ?» J'avais de la peine à me relever donc ça m'a pris du temps, et le monsieur qui parlait m'a attrapé par le bras. « On vous parle et vous prenez votre temps, ma mère est malade, alors dégagez !» Il m'a tiré et m'a fait tomber. Je voulais me relever pour lui dire 2 mots. « S'il vous plaît, ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse à quelqu'un !» J'ai levé les yeux pour voir qui intervenait. C'était un monsieur bien habillé. Il portait une chemise à fritude et un pantalon noir, avec une mallette à la main. Il l'a posée au sol, et m'a aidé à me relever. « Ma fille, ça va ? » Fille ? Il avait au maximum 30 ans, et il m'appelait sa fille. « Je suis ta fille ? » Tsui, pépé.